Alors là, je quitte tout juste un type de forêt pour rentrer dans un autre type de forêt. Là, on a vu sur toute la forêt naturelle, c'est impressionnant. À descendre au niveau... Hop là. Et ben voilà. Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est parti, on part pour une expédition 24 heures dans la forêt naturelle de Terceira. Alors comme vous pouvez voir à ma figure, je suis venu en vélo, 12 km en vélo. Je me suis pris au total 5 averses, dont 2 averses de grêle. Il reste encore voilà, sur le sol tous les petits points blancs. Donc voilà, ça risque d'annoncer un petit peu la couleur de cette expédition, assez humide. Puisque en plus on va dans des forêts qui sont réputées pour être les plus pluvieuses du coin. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous parler un peu d'une application. Alors c'est pas un placement de produit, c'est juste un placement de prévention je dirais, puisque c'est l'application que j'utilise depuis maintenant plusieurs mois pour sécuriser toutes mes sorties en extérieur. Et cette application, j'étais bêta-testeur et elle vient de sortir de manière officielle. Alors je vous en parle, elle s'appelle Safe et elle permet de rester safe durant vos sorties. Safe, c'est très simple et très pratique. L'appli est indépendante à la fois de la couverture réseau et de la connexion internet. Et le gros plus, c'est qu'elle ne consomme pas la batterie du téléphone. Le paramétrage se fait rapidement et en 3 temps. On définit une zone géographique de la sortie, on sélectionne une heure de retour estimée et on attribue un contact d'urgence. Ensuite, c'est parti. Plus rien à faire si ce n'est profiter de notre aventure. Et comment ça nous protège? Également en 3 temps. À l'heure de retour prévue, on reçoit une notification pour aller valider notre retour dans l'application. Si on ne le valide pas après 1 heure, on reçoit alors un SMS. Si on ne le valide toujours pas 30 minutes après réception de ce SMS, c'est notre contact d'urgence qui reçoit un SMS avec toutes les informations que l'on a rentrées dans l'application. Alors maintenant que vous avez tout compris comment paramétrer cette application, vous avez vu c'est très simple et ça vous garantit de rester en sécurité. Moi je ne peux que vous conseiller de l'utiliser chaque fois que vous sortez. Et ben nous c'est parti, on va commencer cette expédition 24 heures dans la forêt. Alors ça y est, il se remet encore une fois à pleuvoir, donc ouais vraiment très humide là. Cette année paraît-il que c'est l'hiver le plus long qu'il n'y a jamais eu finalement aux Açores depuis un petit bout de temps. Et l'hiver ici, c'est des températures qui dépassent pas 10 degrés, oui je vous assure il fait froid en ce moment. Et de la pluie, de l'humidité quasi constamment. Donc en ce moment c'est très difficile pour moi d'arriver à sortir pour vous faire des vidéos. Donc quand il y a une fenêtre météo qui est un petit peu acceptable on va dire pour pouvoir sortir sans trop de vent aussi parce qu'il y a énormément de vent ici. Et j'essaie de sortir pour vous faire des vidéos. Alors je le demande pas souvent, mais si ça vous plaît ce genre d'expédition, n'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire, à laisser un like et à vous abonner parce que des expéditions comme ça, je compte en faire plus souvent et avec une météo j'espère qui sera mieux. Alors la dernière vidéo c'était beaucoup de géologie avec Fournas de Anchofré, mais aujourd'hui on va parler un petit peu aussi botanique puisque on va passer 24 heures en forêt, donc des plantes je pense qu'on va en voir et on va en voir des exotiques, des endémiques, c'est un peu ce que je vais vous détailler parce que ici aux Açores sur l'entièreté de l'archipel on a 1100 espèces de plantes qui ont été recensées, donc vous pouvez aller voir sur le portail de la biodiversité des Açores qui a un excellent outil pour connaître un petit peu mieux la biodiversité des Açores. Donc déjà autour de moi, cette plante là je vous l'avais déjà présentée donc je ne vais pas m'appesantir là-dessus, mais donc c'est le branle des Açores, Erica azorica, un petit peu à l'image de celui de la Réunion, hein, Erica réunionensis. Donc voilà, ça c'est une espèce endémique, mais ça, voilà juste ici, ça c'est pareil à la Réunion vous l'avez, c'est le longose, Edicium gardnerarium.
Alors ça, c'est la plus grosse peste végétale des Açores. Et il faut savoir eh bien, que c'est une espèce qui vient du Tibet, voilà, de la région nord tibétaine, et qui est depuis eh bien, introduite un peu partout. Mais je vais vous en reparler quand on aura des gros fourrés, parce que malheureusement, cette plante-là fait des énormes fourrés parce qu'elle a un système de reproduction assez particulier. Alors une autre espèce endémique, donc ici vous reconnaîtrez le branle des Açores. Ici on a eh bien, Juniperus brevifolia, qui est une espèce d'arbuste qui est endémique des hauts plateaux, on va dire, des Açores. Voilà. En fait, brevifolia, ça veut dire toute petite feuille. Bah oui, voilà, vous pouvez voir que finalement, ça fait des feuilles qui sont assez petites. Et c'est une plante qui est relativement commune, donc ça fait un arbuste ici. Au-delà, finalement, je crois de 500 mètres d'altitude, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, avec la couverture de mousse qui est au sol, ça crée un type de forêt qui est assez particulier, puisque le sol va être très spongieux dû à la mousse, et on va se retrouver avec des arbustes comme ça, qui sont parfois assez impénétrables, du fait des nombreuses ramifications. Et donc ça, c'est une espèce endémique, et qui fait en ce moment, voilà, qui est en fructification en ce moment. Les paysages volcaniques comme ça sont sublimes. Donc la forêt finalement qu'on a voilà, sur toute cette partie-là, c'est la forêt dans laquelle on était la dernière fois. Lors de ma toute première rando. Donc c'est toute la réserve finalement de Santa Barbara qui se situe juste là. Et nous du coup on va aller là-bas de l'autre côté de cette petite montagne. Donc on va passer par là, on va avoir un sentier. Alors c'est impressionnant à la vitesse à laquelle le temps change, parce que quand je suis arrivé en vélo, je me suis pris des averses de grêle. Tout à l'heure il continuait à pleuvoir, et là finalement grand ciel bleu, on voit l'océan. Donc ici encore plus qu'ailleurs, je pense, du fait qu'on soit finalement en plein milieu de l'océan, et donc que la météorologie évolue très vite, il faut être paré à toute éventualité, à la fois emmener de la crème solaire mais aussi un impair en même temps, pour être sûr de faire face à tout, parce que ouais, il fait beau plusieurs fois par jour ici. Alors sur le bord, on a une espèce botanique ici qui est très souvent associée finalement à ce type de formation qui est composée d'Erica et de Juniperus. Donc c'est Myrcine retusa, qui est elle aussi une espèce endémique des Açores. Donc voilà, c'est finalement une petite espèce qui fait partie de ces formations et qui est finalement reconnaissable à ses petites feuilles rondes. Alors ça, c'est une espèce exotique, c'est Pittosporum ondulatum. Alors si je dis pas de bêtises, lui aussi il vient d'Australie. Finalement, il a pas mal voyagé. Et donc en fait, ondulatum parce que la marge des feuilles, c'est-à-dire le bord de la feuille, voilà, est ondulé. Donc là, ça se voit pas trop parce que comme il n'y a plus, les feuilles changent un peu. Mais en ce moment, il est en fleurs. Donc voilà, ça fait ces petites fleurs là. Donc ça, c'est exotique, Pittosporum ondulatum.
Alors voilà, là encore une fois, on va pouvoir ajouter une plante endémique à notre petite expédition. C'est l'Aurus azorica, donc une espèce de laurier endémique des Açores. Et c'est une plante qui est très souvent associée dans les forêts voilà, humides d'altitude comme ici, à notre beau pépère Juniperus brevifolia. Voilà, encore ici, on a un bel arbre qui prend sa racine juste ici. Donc voilà, un petit laurier comme ça, endémique des Açores. On peut voir que lui, il va pas tarder à fleurir, puisqu'on peut voir qu'ici, il a des bourgeons. Donc finalement, pour résumer un petit peu de botanique endémique, qu'est-ce qu'on a là? Myrcine retusa, juste ici du Erica azorica, qu'on retrouve également ici. On a l'Aurus azorica, juste là, une belle plante. Et finalement, Juniperus brevifolia. Alors voilà, du coup là on a quelques espèces botaniques endémiques des Açores. C'est super tout ça. Alors ici on a du Longose Hedychium gardnerarium, donc ça fait partie de la famille des Ingiberaceae, alors tout comme le gingembre d'ailleurs, hein. Et en fait ça a la particularité de faire ces structures là qu'on voit ici, juste là, et ça c'est un rhizome. Alors on pourrait croire que c'est une racine, sauf que le rhizome n'est pas une racine. Alors en quoi est-ce que c'est différent d'une racine? On a une structure qui est relativement horizontale. Vous pouvez voir ici, par exemple, qu'il ne s'enfonce pas dans le sol, il suit le sol. Alors ensuite, le rhizome, c'est vraiment une tige, c'est-à-dire que ça va faire des feuilles, sauf que les feuilles vont être réduites à des sortes d'écailles comme ça, et ça va faire des nœuds. Ici, par exemple, on a un nœud entre deux entre-nœuds. Ici, c'est un nœud. Et de ce nœud va pouvoir partir finalement des racines adventives, juste là, qui vont s'enfoncer dans le sol, et elles, ce sont des vraies racines. Et vont partir aussi des tiges aériennes, comme ici. Voilà, ça c'est une tige de Longose. Donc finalement, la véritable, on va pouvoir dire tige du Longose, bah, c'est ce rhizome. Et on va avoir des tiges secondaires qui vont faire des vraies feuilles. Donc voilà, le rhizome, c'est cette structure particulière. Et en fait, c'est ce qui fait aussi toute la puissance invasive, si je puis dire, du Longose. Puisque si on coupe une partie de ce rhizome, et ben, ça va pouvoir repartir. C'est ce qui va en faire finalement une propagule. Et donc, comme son nom l'indique, ça va propager l'Hedychium gardnerarium. Donc c'est en ça que finalement le Longose est une espèce très envahissante du fait de son système de reproduction qu'on appelle reproduction végétative. Alors là, je quitte tout juste un type de forêt pour rentrer dans un autre type de forêt. Donc on avait juste ici de la forêt naturelle, hein, comme j'ai pu vous détailler un peu les espèces endémiques qu'on y retrouve. Et ici, on va se retrouver dans une forêt exploitée de Cryptomeria. Voilà, malheureusement, un des types de forêts les plus communs ici aux Açores, l'exploitation du Cryptomeria. N'empêche que, voilà, je vais quand même pas vous cacher que le décor est franchement sympathique, hein. On a quand même des beaux arbres, des bons gros arbres, on va dire, avec ici juste un peu d'eau, voilà, un peu beaucoup d'eau même, hein, parce que avec tout ce qui a plu ces derniers temps, c'est bien normal qu'on se retrouve avec une petite mare de 20 cm partout. Donc le but, ça va être d'essayer de se frayer un chemin là-dedans pour arriver à d'autres endroits et traverser cette forêt. Du coup là on progresse,
Alors j'ai décidé de prendre un petit peu les chemins de traverse pour aller voir ce qui s'y cachait dans cette forêt à exploiter. Mais bon, à part finalement du cryptoméria, ici de la bruyère, sur un petit duvet de petites bryophytes très communes, finalement pas grand chose. Donc là je vais essayer de rejoindre le sentier. Il faut faire gaffe parce que le sol est clairement instable, hein. Et donc voilà, direction le sentier qui devrait, voilà, là je suis en direction plein sud. Hop, le but c'est de se frayer un chemin. L'inconvénient de ces forêts exploitées finalement, c'est que tous les arbres se ressemblent et que du coup eh ben, c'est assez difficile de se poser des points de repère, même si bon, bah, faut faire avec, garder le cap et avancer. Alors il faut hop là, reprendre un peu. Donc je suis descendu, ouais, peut-être que le sentier était par là. Quoi qu'il arrive, il faut que je traverse ça et je vais passer en face. Là, par ce passage là, hop, si j'y arrive, je vais pouvoir trouver à descendre au niveau, hop là, et ben voilà, plus rapidement que prévu. Alors voilà, j'ai bien continué depuis tout à l'heure, et alors que les conditions se gâtent, on a un peu de pluie qui commence à tomber, ça c'est clairement tout couvert, le vent commence à se lever. Nous, on va aller là-dedans. J'ai volontairement placé un point de bivouac assez éloigné et à l'intérieur de la forêt pour aller voir finalement ce qui s'y trouve et passer une nuit complètement en immersion. Donc je vais sortir des sentiers battus maintenant, je vais tout faire à la boussole et puis on se retrouve du moment que j'ai posé le bivouac. A tout à l'heure! Donc eh bien ça y est, me voilà au cœur de la forêt naturelle de Terceira. La forêt qu'on va explorer tout en essayant de la préserver. Visiblement je suis quand même pas le seul à passer par là. Donc je vais attendre d'avoir une petite sortie sur la droite. Praticable, j'ai évité de trop redescendre finalement. Il faut que je passe là-dedans, donc on va remonter un peu et je vais essayer de remonter. Il est l'heure de checker le cap. Alors, réveille-toi. On a totalement tourné. Finalement, parce que je dois aller par là, au cap 50. Et effectivement, si je prends le cap 50, donc il faut que je continue par là. Là, j'avais pris un peu les sentiers de la facilité. Mais donc il va falloir passer à travers tout ça. C'est parti. Alors ça y est, il est presque 5 heures, le soleil se couche dans 1h30. Du coup, eh bien, je vais pas prendre de risque et je vais me poser directement maintenant. Mais du coup, ici, ça va être juste la place pour dormir ici. J'ai testé, je tiens juste allongé. C'est parfait, il n'y avait aucune végétation, donc je vais rien abîmer. C'est top. Donc voilà, je vais poser le tarp en toit juste au-dessus, le matelas dessous. Je pose tout ça et puis après on parle de ce truc là, le filicophyte, ou sinon on appelle ça une fougère. Alors ça y est, j'ai monté le tarp, j'ai ma chambre pour la nuit en plein milieu de la forêt naturelle. C'est absolument magnifique. Mais comme je vous avais dit, avant d'aller vous laisser pour la nuit, eh bien on va regarder un peu ceci. Ceci, c'est une fougère, ou alors on peut l'appeler filicophyte en langage un peu plus scientifique. Si vous voulez le caser au Scrabble, je ne sais pas combien de points ça fait, mais ça doit en faire un paquet. Donc les filicophytes, en fait, c'est le deuxième embranchement le plus nombreux en termes d'espèces après les angiospermes, les plantes à fleurs. C'est environ 13 000 espèces et finalement,
les 3/4 des espèces de fougères se retrouvent en milieu tropical. Elles sont cantonnées finalement aux lieux très humides. Là, depuis tout à l'heure, j'ai de l'eau qui me tombe dessus. Je patauge les 2 pieds dans l'eau. Heureusement, j'ai trouvé un petit coin sec. Mais oui, les fougères, ça vit dans des lieux humides. Et ça, eh bien, c'est dû à leur mode de reproduction qui est assez particulier. Je vous l'explique tout de suite. Pour les fougères, la vie se passe sous 2 formes assez différentes. Le sporophyte, la fougère telle que nous la connaissons, et le gamétophyte, une génération indépendante qui prend la forme d'une lame aplatie de taille réduite qu'on appelle protale et qui disparaît au cours de la croissance du sporophyte. La multiplication de ces plantes se fait par alternance des générations. La plante mère porte au revers de ses frondes des amas de sporanges contenant des spores qui ne sont libérés qu'à maturité. Ces spores seront alors transportés par le vent et germeront sur un lieu propice. Cette germination donne le gamétophyte et induit une 2e génération d'organes reproducteurs mâles et femelles. C'est à ce moment-là que l'eau est déterminante. C'est effectivement grâce à une fine couche d'eau que les entérozoïdes, les gamètes mâles, sont conduits jusqu'à l'oosphère, le gamète femelle, afin de la féconder. À l'issue de cette fécondation, il y a germination du sporophyte. Allez, bah ça y est, il est 8h30 du matin, il est l'heure de repartir. Alors la nuit a été fraîche, pas trop froide, assez pluvieuse et très humide, enfin j'ai eu les pieds trempés, enfin bref. Mais c'est ça finalement de vouloir dormir en pleine forêt subtropicale humide, en pleine forêt d'altitude humide. Alors d'ailleurs en fait cette forêt elle a une composition assez particulière, elle est structurée et c'est d'ailleurs ce que je vais vous détailler maintenant juste avant de partir. Alors comme toutes les forêts, celle-là elle est structurée par strates. On a d'abord la strate du sol avec de la mousse. Alors vous voyez une bonne couche quand même de mousse, voilà, de bryophyte. Alors c'est moelleux mais le problème c'est qu'on s'enfonce énormément à l'intérieur, donc la plupart du temps quand on les écrase bien sûr elles prennent un peu de temps mais elles reviennent à leur état naturel, c'est pour ça que finalement traverser dans la mousse c'est pas mal même si ça mouille les pieds. Donc ça c'est la strate du sol. Ensuite on va avoir une strate dite une strate arbustive où on va avoir finalement des petits arbustes comme celui-là ou un peu plus élevés, voilà, comme celui-là ici. La strate arbustive aussi va pouvoir être marquée avec la présence de nos très chères fougères un peu partout. Donc vous pouvez voir par contre voilà, que ici la particularité c'est que le sol n'est absolument pas plat, même si sur les lignes de niveau c'était marqué plat. Voilà, on se retrouve avec des trous étant donné qu'on est finalement en milieu volcanique, donc l'érosion est d'autant plus facilitée par la porosité de la roche. On a donc la strate du sol, la strate arbustive et puis ensuite la strate des arbres. Donc ici la strate elle n'est pas si élevée que ça, voilà, elle se lève à maximum on va dire 5 mètres. Si on prend des points plus bas comme par là-bas au niveau des arbres, on va monter finalement à maximum 5 mètres. Donc c'est pas une forêt finalement extrêmement haute. C'est ce qui en fait aussi la difficulté de passer à travers, étant donné que la plupart des branches vont être à hauteur d'homme, voire plus basses. Donc il faut un petit peu ramper constamment, mais c'est ça aussi qui fait l'aventure. Et donc voilà, après donc ici on va pas avoir beaucoup d'émergents, peut-être que celui-là, cet arbre-là peut être considéré comme un arbre émergent, étant donné qu'on parle d'émergents lorsqu'ils vont sortir significativement de la canopée qui est finalement le toit de la forêt. Donc voilà, je vous ai détaillé un petit peu la structure de la forêt. Donc toutes les forêts sont structurées par strates, dues aux conditions physico-chimiques et dues aux interactions qui se développent finalement entre les différents êtres vivants au sein de la forêt. Alors voilà, là je sors de notre super forêt naturelle. Je vais rentrer dans une forêt de Cryptomeria. Donc voilà, ça va être la fin de cette petite expédition en forêt naturelle, mais vous en faites pas, j'ai encore pas mal de choses à vous raconter et je ferai ça sur le chemin du retour. Là c'était physique, traverser avec des trous des fois de plus de 2-3 mètres dans le sol, il faut faire vachement gaffe là où on avance, mais bon, tout s'est bien passé, je continue un peu, je retrouve le sentier et je vous reprends après. Ça y est, j'ai retrouvé le sentier, voilà, donc je me situe
Plus haut que là où on a dormi, parce que voilà, on a dormi dans la forêt qui se situe juste là. Alors là, je me situe sur le trail de Rochade-au-Chambré, donc c'est le point de chute que je voulais pour cette expédition. Mais là, avant d'attaquer une petite montée qui m'attend et qui a l'air bien sévère, je vais vous parler un peu biodiversité, puisque en fait, je vous dis depuis souvent dans mes expéditions, oui, ce milieu, il y a plus de biodiversité que celui-là. Par exemple, la forêt naturelle, comme on l'a vu, il y a plus de biodiversité, vous en conviendrez qu'ici, visuellement, ça se voit. Sauf que comment est-ce que nous, scientifiques, on caractérise cette biodiversité? Comment est-ce qu'on arrive à appuyer des arguments avec des chiffres? Alors pour ça, en fait, il y a trois méthodes de caractérisation de la biodiversité. Donc trois grandes méthodes, mais dans ces méthodes, il y a énormément de formules. Voilà, donc je ne vais pas vous les détailler parce que j'ai pas envie de faire des maths sur les sentiers de rando. Mais voilà, la biodiversité, ça se caractérise finalement à trois échelles. La première échelle, c'est la biodiversité qu'on dit biodiversité alpha et qui est en fait la biodiversité d'un même milieu. Donc là, par exemple, on prend la biodiversité de la forêt exploitée de Cryptomeria ou alors la biodiversité de la forêt naturelle. Ça, c'est une manière de caractériser la biodiversité en s'intéressant à une échelle locale. Mais on peut aussi s'intéresser à une échelle plus large, à l'échelle, pendant qu'il commence à pleuvoir, à une échelle plus large d'une gamme d'habitats, et on va appeler ça la biodiversité gamma. Sauf que entre les deux, il se trouve la biodiversité bêta. Et la biodiversité bêta, finalement, c'est un type de calcul de la biodiversité qui est plutôt comparatif entre différents habitats, que ce soit du même milieu ou de milieux différents, afin de dire finalement si un milieu est plus biodivers qu'un autre. Alors voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo parce que les conditions vont se dégrader là un peu. Donc je vais essayer de rentrer assez vite pour éviter de me prendre une tempête. Mais donc si cette vidéo vous a plu, si cette aventure scientifique en ma compagnie vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner et puis à partager pour faire découvrir finalement cette biodiversité des Açores qui est absolument remarquable. Et d'ici la prochaine vidéo, moi je vous dis portez-vous bien et partez à l'aventure.